Bon. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette 5e édition du Meetup Crafting Data Science. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord commencer par des remerciements. Déjà, merci à vous, tous les participants. Malgré le froid, malgré les mesures de distanciation sociale, vous continuez à venir assister à ce Meetup. Ça nous fait très plaisir côté équipe d'organisation. Et je tiens aussi à remercier nos deux speakers de ce soir, Olivier Gillet, Lydia chez Bouygues Télécom, et Guillaume Rosier, data scientist à Octo Technologies. Octo Technologies, d'ailleurs, que je tiens à remercier de nous permettre d'héberger ce meet-up sur infrastructure. Et un grand merci aussi à l'équipe d'organisation, Maria, Mehdi, Simon, Wassel. Coucou tout le monde. Quelques petites infos. Ce meet-up sera enregistré. On va ensuite le publier en fin de soirée sur la chaîne YouTube Crafting Data Science, chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver nos précédents talks. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, petite dernière chose, pour les questions-réponses, pour pouvoir communiquer avec les speakers, vous allez recevoir des liens sur le chat pour accéder à une session de questions-réponses où vous pourrez poser vos questions et vous pourrez upvoter ou downvoter les questions que vous voulez qu'elles soient posées ou non aux speakers. Et on prendra à la fin de chacun des deux talks une dizaine de minutes pour répondre aux top questions. Et bien sans plus attendre, je laisse la parole à Olivier Gillet. Bonjour à tous. Alors, je vais parcourir. Non, c'est pas ça. Petite seconde. Présenter une fenêtre. Hop. Voilà, c'est bon, ça s'affiche. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous présenter. Vous m'entendez bien? Vous voyez bien l'écran? Parfait. Oui. Ok, très bien. Alors moi, je vais vous présenter l'IA à l'échelle chez Bouygues Télécom. Alors avant de commencer, j'ai structuré la présentation en deux parties majeures. La première partie qui explique les étapes qui ont conduit justement à cette arrivée de passage à l'échelle chez Bouygues Télécom pour ce qui concerne le machine learning, et ensuite la présentation de deux cas d'usage, deux cas concrets en IA chez nous. Voilà. Alors, attendez, hop. On va faire... Voilà. Alors, avant de commencer vraiment, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc l'IA au service de la stratégie chez Bouygues Télécom, ça répond à 3 piliers qui sont importants pour nous. C'est l'amélioration de l'expérience client, la performance commerciale, pour déjà 2 raisons. C'est qu'on est dans les télécoms, c'est un contexte particulier, c'est un contexte très compétitif, et à ce titre-là, on estime que l'intelligence artificielle peut nous aider sur ces sujets. Ensuite, en termes de performance opérationnelle, on est dans une approche de l'IA qui se veut très collaborateur augmenté, c'est-à-dire une IA qui sert vraiment le collaborateur, qui lui permet d'être plus performant, qui lui permet d'avoir des meilleurs outils et une meilleure appréhension de son environnement et de son métier. Voilà. Alors, on va parler d'IA, on va parler de chronologie et de faits marquants. En 2016, c'est une première étape de découverte du machine learning auprès d'acteurs importants du secteur. En 2017, on travaille sur des chatbots. Et depuis 2017, il y a un programme chatbot qui est bien engagé chez Bouygues Télécom. En 2018, on avance encore plus avec justement des POC avec des startups, et je vais vous présenter justement un cas d'usage qui est réalisé avec des startups, puisqu'on a une équipe qui gère les relations avec les startups, et c'est un vecteur, c'est un moyen de faire de l'IA qui est intéressant pour Bouygues Télécom. En 2019, on va un peu plus loin, puisque c'est un des éléments marquants. On rentre dans le programme d'accélération qui vise à étendre l'usage du machine learning au travers des différents départements de Bouygues Télécom, avec en 2020, à la fin de ce programme, une volonté de passer à l'échelle et la constitution d'une cellule à laquelle j'appartiens qui est là pour industrialiser les sujets. Globalement, en termes de technologie d'IA, qu'est-ce qu'on a? On a, la Rosa l'explique bien, on a du vocal, on a du Natural Language Processing, voilà. Vous avez de la classification, du prédictif, de l'optimisation sous contrainte et de la reconnaissance visuelle qui est un peu moins
présente puisque c'est, un peu plus compliqué, à mettre en place par rapport à nos métiers. Mais je vais présenter justement, un cas de reconnaissance, visuelle, de computer vision. On a reçu, alors ça c'est un petit le petit coup de pub, mais on a reçu un prix dont on est très fier qui est décerné par le Cercle de l'excellence RH et qui justement, reconnaît la posture qu'on a eue dans le cadre du programme d'accélération, qui était de bien présenter et d'ancrer l'IA au sein de nos collaborateurs. Et donc justement, ça me fait une excellente transition pour la suite. Donc le programme d'accélération, il s'est fait au travers de divers chantiers, mais le plus important des chantiers, c'est le chantier projet, puisque ce chantier projet va permettre justement d'adresser les autres chantiers. En fait, c'est le déclencheur des chantiers qui sont présentés, donc l'acculturation, la formation et la partie architecture. Donc il est important pour une entreprise comme Bouygues Telecom, quand vous vous lancez dans des projets d'IA, il faut réaliser pour comprendre et voir quels sont les impacts, les difficultés à mettre en place cette typologie de projet. Et donc, quand on réalise, la première étape, qui a été très structurante d'ailleurs, ça a été de constituer un livre blanc. Livre blanc qui en fait interviewe l'ensemble des directeurs des différents départements de l'entreprise, qui interviewe donc sur la problématique de l'IA, mais aussi sur les enjeux de chacune des directions. Et ça a énormément d'importance puisque ça permet d'adresser en fait une forme de stratégie pour commencer à driver des projets d'IA. Donc on en a réalisé 9 projets. Donc parmi ces projets, il y en a qui continuent, il y en a d'autres qui se sont arrêtés. On est dans un contexte, d'innovation. Donc tout n'est pas industrialisable, il y a évidemment des écueils. On a adressé 4 directions différentes, donc on est relativement transverse. Ça passe du marketing, ça passe par la DSI, ça passe par la gestion relation client. On a constitué aussi un backlog de use cases assez important, mais qui doit continuer à vivre parce que les use cases, ça n'a pas une date de péremption, mais ça doit être constamment renouvelé. Et donc tout ça nous a permis de voir déjà dès les premiers lancements de projets, dès les premières participations au CODIR pour présenter justement ce que c'était que l'IA en interne, on a tout de suite rencontré la problématique de l'acculturation. C'est-à-dire qu'autant chez Bouygues Telecom, vous avez une population relativement appétente autour des technologies, autant il y avait parfois une incompréhension, l'IA ça ressemble à de la magie, l'IA peut faire le café, enfin voilà, tout un tas de choses. L'IA ça peut être Terminator, enfin c'est un exemple comme ça rigolo, mais globalement, on a senti qu'il fallait préciser et avoir un vrai discours sur ce que c'était que l'IA, chez Bouygues Telecom. Donc, on a travaillé sur beaucoup d'aspects de communication et ça a été un travail important puisque voilà, on regarde les chiffres que vous avez sous les yeux. On a quand même sensibilisé pas beaucoup de collaborateurs. On a impliqué, et ça c'est important, nos collaborateurs autour de ces projets. Et ce qui est un déclencheur, justement, ce qui a été le déclencheur et la restitution de ces efforts passe par justement donc tous les aspects de communication interne. Et on a bien vu, on a été témoin que l'ensemble des communications qui ont été faites étaient les premières vues, par exemple par rapport aux articles internes, les top vues des vidéos. Et ça permet de voir que la sensibilisation des collaborateurs était là et qu'on pouvait justement continuer et qu'on était sur la bonne approche. Ensuite, on parle d'acculturation. Quand vous faites des projets, donc vous avez acculturé, voilà, vous êtes dans la réalisation. Et dans la réalisation, on a bien vu que sur certains aspects, dans la conduite de projets de machine learning, il fallait qu'on développe les compétences en interne. Tous ceux qui sont autour de ce meet-up le savent. Le recrutement, c'est bien joli, mais c'est les compétences de data science sont quand même assez difficiles à recruter. Et on a des compétences en interne. Et donc, du coup, on a une approche qui est le développement des compétences internes autour de ces sujets. Et le programme d'accélération a permis d'identifier 4 parcours de formation, donc autour du langage et des méthodes. Le langage, c'est le langage Python, puisqu'on travaillait sur une plateforme qui est la plateforme AWS, et donc du coup, les services managés ont passé beaucoup par du Python. Ensuite, les méthodologies, alors pas forcément méthodologie de développement, mais méthodologie de construction d'un projet d'IA, c'est les méthodes d'agilité, pardon. Et donc, du coup, il fallait diffuser aussi ces principes-là, même si l'agilité dans l'entreprise existe, il faut la renforcer dans le cadre aussi de projets d'IA.
Ensuite, des formations autour de l'architecture et des services managés sur le cloud. On a travaillé avec des data scientists, on les a fait monter en compétences sur les services managés comme SageMaker sur AWS autour de ces problématiques. Et donc, on a bien conscience que voilà, il faut développer aussi des formations autour des outils, autour de l'architecture qu'implique un projet d'IA. Ensuite, on a évidemment travaillé sur la partie de gouvernance, puisque qui dit projet d'IA dit data, et donc dit gouvernance de la donnée, ça c'est quelque chose de primordial. Et sécurité, c'est évidemment lié aussi à l'architecture. Vous construisez un projet, il faut que l'architecture, potentiellement, elle va avoir des impacts avec le legacy, donc il faut que ça soit bien adressé. Et donc tout ça, pour arriver à justement le dernier chantier qui est la partie architecture, dans le cadre du programme, on a préparé les éléments puisqu'on était sur une architecture AWS et on a identifié évidemment dans ce cadre-là certaines problématiques techniques qui sont aujourd'hui adressées dans la cellule à laquelle j'appartiens, qui est donc la cellule IA et qui a pour objectif de passer les usages du machine learning à l'échelle, mais en instaurant une plateforme technique, mais une plateforme technique qui est intégrée au fonctionnement actuel du SI. Donc, je vais m'expliquer. Donc, la cellule IA, avant tout, elle a plusieurs missions. Sa première mission, c'est de structurer les offres de services autour de l'IA. Et chez Bouygues Telecom, vous avez plusieurs niveaux d'appétence en fonction des directions. Vous avez la direction grand public qui travaille beaucoup sur le conversationnel, donc qui maîtrise bien ce sujet-là. Mais vous avez d'autres directions qui sont beaucoup moins appétentes sur ces sujets-là. Et donc, il faut avoir une offre qui est un peu différenciée. Vous avez potentiellement intervenir juste sur ce que vous pouvez me donner, quel est le meilleur outil de labellisation, ce que vous pouvez nous aider sur des outils de labellisation, au passage à une autre direction où vous allez adresser la logique d'idéation autour de l'IA, voire la partie co-développement, parce que les compétences en interne ne sont pas forcément présentes. Voilà, donc ça c'était pour la partie structuration du service qu'on a dans le cadre de la cellule. Définition des différents composants d'architecture, étant donné qu'on travaille sur le cloud, c'est définir quels sont les services managés, et ça se fait aussi conjointement avec la sécurité, lesquels on peut utiliser, lesquels sont intéressants, dans quel cas, dans quel type de techno on va utiliser tel ou tel service. Définition des environnements, ça se fait aussi avec les équipes d'architecture. Définition des exigences de prod pour les projets d'IA. Donc, on parle beaucoup de projets d'IA, d'amélioration continue, d'amélioration des modèles, mais une fois que vous mettez un projet d'IA en production, au-delà de l'amélioration des modèles, vous avez potentiellement, si ça coste avec la partie legacy, vous devez avoir des gens qui supervisent justement cette partie-là. Et donc, comment ça s'inscrit au niveau des principes de l'approche chez Bouygues Telecom, c'est très important d'adosser ces sujets-là. Donc, tout ça pour dire que on est vraiment dans une cellule qui est ultra imbriquée au principe et au fonctionnement de la DSI, de la DataGouv, de l'infra et l'ensemble de tout ce qui correspond au DevSecOps. Voilà. Et tout ça pourquoi? Déjà pour faciliter l'intégration des métiers sur ces sujets-là. Si vous avez un mécanisme qui est bien rodé sur l'ensemble des activités du SI, vous allez pouvoir facilement intégrer des métiers, vous allez pouvoir facilement réaliser des projets. Vous apportez une structure et une méthode de projet sur l'idéation jusqu'à l'industrialisation. Donc, en idéation, on est sur du design thinking. On va collaborer avec les métiers, identifier les irritants, commencer à driver sur des idées, des use cases, des fonctionnalités. On rentre un peu plus dans le détail. Voilà. Ensuite, généraliser les processus et les outils associés à tout ça. Donc, il y a les outils, vous avez les outils au niveau d'AWS. Après, il n'y a pas que AWS, mais on était essentiellement sur AWS. Vous allez aussi permettre le développement d'initiatives exploratoires et cette exploration et cette phase d'exploration est primordiale. Vous avez le droit en IA, et c'est un message qu'on passe aussi au métier, vous avez le droit d'explorer, vous avez le droit de voir comment ça se comporte. C'est pas juste un projet de delivery en cycle en V, vous délivrez et non, c'est fini. Vous pouvez explorer, vous pouvez voir ce que ça donne. Et il y a de bonnes surprises dans certains cas, il y a d'autres où on constate que c'est pas bon. Cette phase d'exploration doit rentrer dans les mécanismes aujourd'hui. Et ensuite, c'est évidemment mettre en place une plateforme industrialisée et conforme à l'ensemble des directives de la DSI, de la DataGouv et tout ce qui est sécurité. Voilà.
Maintenant, je vais rentrer dans la phase, phase use case et projet. Donc on a travaillé sur un sujet pour le marketing, qui, a pour objectif, en fait, d'améliorer les campagnes marketing mail et de les cibler, et ça avec l'usage de l'analyse de sentiments. Donc en fait, chez Bouygues Telecom, il y a évidemment des écoutes, hein, comme tous les opérateurs, téléphoniques font des écoutes, et ces écoutes-là, via un outil de speech to text, on est capable de les transcrire, et en les transcrivant, on va positionner justement, du NLP sur de l'analyse de sentiments pour essayer de détecter, le sentiment négatif de nos clients qui sont clients mobiles sur leurs offres fixes. Et s'il y a un sentiment négatif sur les offres fixes, c'est les offres fixes concurrentes. Et donc l'idée, c'est d'adresser justement ce mécontentement en proposant nos offres à ces clients-là. Et donc du coup, vous avez des campagnes qui sont ultra ciblées. Donc je vais rentrer dans les résultats juste après, mais ce qu'on voit, c'est que l'analyse de sentiments en termes de facteurs de performance sur des campagnes marketing, ça a son intérêt, et donc j'y viens. Premier intérêt, c'est que, donc par rapport aux résultats de ce projet-là, on a effectué 2 campagnes. La première campagne, a permis de constater que, en termes de souscription suite à l'envoi des mails, on faisait x3 en termes d'efficacité par rapport à une campagne de mail classique où vous allez avoir tendance à arroser, beaucoup de personnes. Et donc du coup, les métiers nous ont dit: «Bon, bah, écoutez, c'est intéressant ce chiffre, hein, il y a une belle performance», et du coup, on a été obligé de lancer une deuxième campagne parce qu'il fallait démontrer encore que ces résultats n'étaient pas fous. Donc on a lancé une deuxième campagne, pour confirmer, et on a eu les mêmes résultats. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que le taux d'ouverture de mail, il n'a pas vraiment changé puisque, comme tout le monde, moi je reçois des mails, des pubs, et généralement ça va dans mes spams, ou généralement je fais pas attention. Mais pour ceux qui ouvrent les mails et qui sont dans un contexte où ils sont pas satisfaits de leur offre fixe, on a bien vu qu'il y avait une souscription qui était plus importante, et c'est ça l'intérêt. Ce qu'on a vu aussi, c'est que la réactivité était un facteur clé de succès. C'est-à-dire à partir du moment où vous allez détecter le sentiment, que vous allez envoyer votre campagne marketing, que vous allez faire votre ciblage marketing, parce qu'il y a une étape de ciblage qui est importante, plus vous attendez, plus l'effet se perd, et plus la réactivité est facteur clé de succès. Ce que j'ai oublié de préciser sur ce projet-là, c'est que sur ce projet, on n'a pas travaillé sur AWS, on n'a pas travaillé sur le cloud, on a travaillé plutôt sur le data lake parce qu'il y avait une sensibilité des données qui était importante. Du coup, on a travaillé en interne sur ce sujet-là, et ça nous a un peu obligés à avoir un processus manuel, c'est-à-dire on détecte les clients avec un sentiment négatif, ça nous permet d'avoir une base de clients, on envoie cette base de données-là aux équipes marketing qui vont faire le ciblage en fonction de l'éligibilité à la fibre, par exemple, de potentiellement c'est un client qui est en impayé sur sa partie mobile, donc on va peut-être pas lui adresser une offre fixe. Enfin, tout ce travail-là a été fait de manière assez manuelle, et la deuxième campagne, en termes de volume de données, était plus importante, donc on a rencontré des difficultés autour de ce sujet-là. Et donc ce qui montre bien, c'est que l'importance, ce que montre bien du coup ce sujet, c'est qu'il est important, afin de fluidifier tout ça, d'industrialiser et d'améliorer la détection et le ciblage pour envoyer des coms de manière beaucoup plus efficace. Et donc du coup, dans les next steps, on voit bien que potentiellement le mail n'est pas le meilleur moyen de communiquer dans ce type de cas, et donc du coup, il faut peut-être identifier d'autres moyens. Comme il faudrait peut-être identifier d'autres problématiques, puisque l'analyse de sentiments, c'est intéressant pour adresser les clients qui sont chez nos concurrents, mais potentiellement, ça permet aussi d'identifier et d'améliorer nos offres ou d'améliorer notre expérience utilisateur. Oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que ça permettait évidemment de communiquer moins, mais mieux, et ça, dans les pratiques et dans la logique RSE qu'on a en ce moment, c'est quand même important. Maintenant, je vais parler du technicien augmenté. Je parlais tout à l'heure, du coup, en préambule de ma présentation, de l'importance que revêtait pour nous l'IA dans la capacité qu'elle a à améliorer les activités de nos collaborateurs. Et donc,
le technicien augmenté est l'exemple parfait. Le technicien augmenté, c'est un projet qu'on mène avec Diplomatique et ça adresse le computer vision. Je vais je vais présenter d'abord le contexte du projet. Donc, on est sur un projet qui va adresser le raccordement des clients fibres. La croissance du parc fibre chez Bouygues Telecom en 2016, c'est 120 K clients. En 2020, c'est 1,6 million de clients. Donc c'est quasi exponentiel, c'est vraiment une augmentation qui est très forte. Pour avoir travaillé, dans ce service, à ce moment-là, je peux vous dire qu'on s'ennuie pas, voilà, et que ça nécessite du coup de s'outiller et d'industrialiser les process. Et donc ce projet-là contribue aussi à cette étape de renforcement via un outillage performant. Ensuite, en termes d'intervention, raccordement fibre, voilà, vous voyez les chiffres, hein, on est à plus de 100 cas par mois d'intervention. Chaque intervention, c'est 15 photos et d'un point de vue client, c'est un moment de vie qui est clé. Pourquoi? Parce que vous réussissez votre installation, c'est très bien, vous la ratez, ben, le client potentiellement il part, voire c'est quasi sûr. Donc c'est vraiment structurant pour nous et donc on a via l'usage du computer vision, on a amélioré la qualité des interventions. Comment? Eh ben, chaque, technicien lorsqu'il intervient donc, chez le client, mais sur les différents éléments du réseau fibre, il va faire des prises de vue, il va faire prise de vue des branchements, prise donc là, on voit sur le côté, j'ai mis quelques photos, mais vous avez un point de mutualisation et donc vous voyez, vous allez avoir une photo, mais qui va être capable de détecter les nœuds. Chaque nœud étant potentiellement un problème puisque vous allez, potentiellement, c'est de la fibre, plier la fibre et donc il y a une atténuation du signal, voire il y a une coupure. Vous avez le point de terminaison optique là qui est en dessous, qui est ce que pour les clients fibrés, pour si vous avez la chance d'avoir Internet et que vous avez la fibre, vous avez une prise comme ça chez vous. Et donc ça permet de savoir quel est le niveau de signal chez vous. Et donc toutes ces actions-là, toutes ces photos que vont prendre le technicien, elles vont être contrôlées donc par du machine learning et du computer vision par rapport à ce que propose Diplomatique. Et en temps réel, on va être capable de dire au technicien vous êtes conforme ou vous n'êtes pas conforme, recommencez les branchements ou reprenez la photo parce que la photo, on n'est pas capable de la lire. Et voilà. Et donc ça permet quoi? Ça permet de driver et d'aider aussi le technicien pour qu'il réalise une intervention conforme de notre point de vue. Et donc du coup, ça améliore la complexité de la supervision des techniciens. Ça permet aussi aux techniciens d'automatiser certaines tâches. C'est-à-dire avant, ils devaient renseigner un compte rendu normé, voilà, et certaines photos vont permettre de le faire en automatique. Donc, ça facilite aussi la vie du technicien. Et donc, comme je le dis, ça renforce la qualité des interventions. En termes de résultats et de fonctionnement, donc il y a eu 10 concepts photos qui ont été entraînés. L'entraînement, c'est un entraînement par labellisation. Voilà. Le taux de précision et moyen de détection au niveau des concepts de photos, c'est autour de 85 et c'est un bon chiffre parce que l'ensemble de l'activité des techniciens est quand même très normé, donc il y a quand même peu de risques d'erreur. Amélioration de l'activité des techniciens, donc ça, j'en ai déjà parlé. Et en termes de retour d'expérience, donc on a une cellule qui est là en support des techniciens dans des interventions qui vont se concentrer sur les interventions qui sont difficiles, qui sont un problème pour lesquels il y a des soucis techniques. Ça va améliorer, donc, comme je le disais, les actions du technicien et ça va renforcer surtout les formations initiales qui sont données aux techniciens avant qu'ils interviennent. En termes de données, aujourd'hui, sur plus de 10 concepts de photos différents, on est autour de 100 cas photos pour l'entraînement. Voilà. Et donc, ça amène à la fin de ma présentation, ma conclusion. Donc, ce qui est sûr, c'est que ben, on va poursuivre la dynamique engagée autour de l'IA et continuer nos efforts pour passer à l'échelle autour de la cellule, mais autour des processus, autour de l'intégration des bonnes pratiques. Et en termes de perspective, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à instaurer auprès des métiers une idéation continue pour arriver à voir émerger des idées, des use cases, des cas concrets, des projets, mais une idéation qui est vraiment tournée autour de l'IA. Développer des microservices en IA qui soient réutilisables. Si vous arrivez pour un département à développer du NLP, ben, peut-être que pour un autre département, ce moteur il peut être utilisable. Et ensuite, ben, ça adresser une plateforme technique qui soit multi-cloud et hybride, qui permette justement l'utilisation de données sensibles en interne. Et voilà. Et je vous remercie.
Merci Olivier. Merci. Du coup, je reprends la main sur la présentation pour passer à la partie questions-réponses. Hop. Vous me dites dès que vous voyez mon écran. C'est bon. Parfait. Du coup, on va faire les questions depuis la plus upvotée jusqu'à la plus downvotée. On commence par la première, qui est de moi. Vous n'avez pas utilisé les API de speech-to-text des providers cloud sur le premier use case? Vous en êtes sorti sans les utiliser? Oui, en fait, c'est surtout qu'on voulait pas de cloud puisque dans les conversations qu'on enregistre, il y a potentiellement des données sensibles. Donc il était hors de question de passer, par des providers cloud. Donc on est passé par notre data lake, et via Dataiku, on a construit tout ça. D'accord. Voilà, comment dire? C'est à la fois normal puisque évidemment le cloud sur les données sensibles, c'est quelque chose auquel on prête vraiment attention. Et du coup, en passant par le data lake, donc ça permet de répondre à ça, mais ça pose d'autres problématiques, qui sont des problématiques, comme je le disais, où on est sur un processus, assez manuel et donc c'est pas assez fluide. Donc voilà, c'est aussi sur ça qu'on travaille maintenant. D'accord, merci. Autre question, cette fois de Wassel. Quels sont les principaux challenges que vous avez rencontrés pour la gouvernance de données? Ça, c'est une bonne question. Alors les principaux challenges, en fait, à chaque fois qu'on a lancé un projet, notamment dans le cadre du programme IA et même dans le cadre de la cellule IA, on s'est vite confronté à, ce qu'on appelle le comité conformité en interne. C'est-à-dire que vous allez avoir donc, le responsable de la gouvernance de la donnée, vous allez avoir un juriste, vous allez avoir même potentiellement le DSI. Et l'idée, ça va être de voir si ce projet, en fonction de l'utilisation des données, en fonction de l'architecture potentielle, de chacun des projets, vous pouvez le lancer et ça correspond, aux principes de sécurité, aux principes de data gov. Donc ça a été un challenge important, pour moi en qualité de chef de projet, puisque j'avais pas l'habitude de ce genre de démarche que je trouve extrêmement pertinente, qui peut paraître un peu pénible dans le sens où on a l'impression que ça empêche d'avancer, mais qui en même temps est nécessaire lorsque vous menez des projets avec des données relativement sensibles. Voilà. Donc c'est à la fois un challenge, mais c'est à la fois une chance avec ma casquette de chef de projet, voilà, c'est aussi comment dire, pas une difficulté, mais un challenge à remplir, oui, oui. Merci. Donc, question suivante, cette fois par Salah Nabil, reliée par Wassel. Quelles sont les données que vous avez récupérées comme input pour pouvoir réaliser le ciblage de mailing? Je pense que c'est... Alors, oui, alors les inputs, c'est les données clients, qui sont les données clients sensation, hein, qui est une offre convergente qu'on a. Donc vous allez avoir une communication. Si la communication, est une communication qui est faite par un client qui, a sensation et qui est sur le mobile, vous allez récupérer ces informations-là. Ensuite, vous allez passer votre modèle d'analyse de sentiments, négatifs qui va parcourir la communication, du coup. Si elle détecte justement un sentiment négatif, et donc le client est récupéré et derrière, il y a la partie, ciblage avec les équipes marketing qui vont parcourir le CRM, leur base de données du CRM et qui vont identifier, si le client est éligible à la fibre, parce que la partie sensation, du coup, la partie fixe, c'est de la fibre. Vous allez aussi avoir, du coup, ce que je disais tout à l'heure, la logique des impayés. Vous allez avoir une forme d'analyse autour de ces clients-là et si ça remplit toutes les cases, la communication part. Parfait. On a encore le temps pour quelques questions. La suivante, qui est anonyme, c'est est-ce que vous mesurez les ROI des projets? Par exemple, sur un point de précision pour le modèle de computer vision du technicien augmenté, est-ce que vous mesurez combien d'euros ça rapporte?
Alors, le ROI, en effet, c'est hyper important sur certains projets. Alors, pour l'exemple du technicien, en fait, le ROI, il n'est pas chiffré. Ça va être surtout la qualité et l'urgence d'avoir, quelque part des processus qui soient automatisés, un outillage qui tienne la route. Ce que je disais, c'est que quand je dis il y a une notion d'urgence, c'est quand en 2016, voilà, en 4 ans, vous passez de 120 à 1 million, 1 600 000 clients. Le ROI, on ne se pose même pas la question. On sait qu'il faut automatiser, on sait qu'il faut adresser avec des bons outils, on sait qu'il faut faire de la supervision côté technicien parce que derrière, on sait que si ça rate, eh ben, il y a potentiellement, en effet, un client qui n'a pas Internet, mais vous avez aussi potentiellement d'autres clients qui sont impactés parce que les branchements ont été défaits. Et voilà, donc c'est un sujet de qualité. Et là-dessus, on s'est pas posé on se pose pas la question comme ça en fait. Voilà. Sur d'autres sujets, en effet, il y a des logiques de ROI, mais c'est des sujets de facturation, c'est des sujets de ce type-là, en fait. Très bien. Question suivante, Daïd El-Kaidi William, désolé si j'écorche le nom. C'est quel est votre stack ML sur AWS en plus de SageMaker? Est-ce que vous utilisez des outils MLOps du type MLflow qui vous servent à versionner les données, vérifier les drifts des modèles, monitorer, etc. Alors, je suis pas, j'ai peut-être pas précisé, mais je suis pas forcément data scientist et j'utilise, peu SageMaker moi personnellement, donc je vais avoir du mal à répondre à toutes ces questions. Mais en effet, tout l'outil et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a un tech lead sur la cellule IA pour adresser ce genre de problématiques avec la DSI. Donc voilà, je vais dire Joker pour cette question-là, mais en effet, oui, je pense que tous ces sujets-là sont adressés en termes d'outils corrects. Voilà. J'ai pas le buzz pour faire Joker, mais faudra penser. On attaque du coup la question suivante. Cette fois, c'est d'Edouard Gomez Faez. N'est-il pas plus difficile d'industrialiser du code data, machine learning, analyse de données, de fait même de la nature du code qui est très exploratoire? Alors, une pas plus difficile. Du code data, ML analyse data, de fait même de la nature du code qui est très exploratoire. Je ne saurais pas là non plus répondre à cette question-là, parce que je la perçois pas bien en fait. Il y a peut-être quelque chose qui m'échappe. Euh, C'est pas- non, bah, je ne saurais pas répondre là, je vous avoue. Nous passons du coup à la suivante. Du coup, c'est une question d'une personne anonyme qui dit: comment avez-vous fait pour obtenir la base de 100 cas photos pour l'entraînement des photos sur la problématique de computer vision du technicien? Alors, ces 100 cas, ce que je disais, ça, c'est sur plusieurs concepts, hein. C'est la base des 100 cas aujourd'hui, au départ, c'était pas 100 cas, c'était 30 cas sur quelques problématiques, donc quelques concepts photos. En fait, ça va très vite, hein, puisque vous avez les techniciens en prod qui prennent les photos et du coup, on a récupéré ces photos-là et ça nous a servi de base d'entraînement. Et quand vous voyez le nombre d'interventions qui est faite, le chiffre va très, très vite. Voilà. La problématique là-dessus, c'est plutôt sur la labellisation. C'est-à-dire que, la capacité en interne à faire de la labellisation est relativement, comment dire? Et c'est pas quelque chose de facile à faire comme ça, hein, dégager du temps pour faire autant et c'est en ça aussi que Diplomatic a beaucoup aidé. Parce que du coup, on leur a montré ce que c'était que les bonnes photos et tout ça, ils nous ont aidés à faire la labellisation sur cette partie-là. Très intéressant. Alors, on prend une dernière question. Oui. Avez-vous des use cases IA à l'échelle sur des processus pardon, critiques à l'entreprise? Si le service IA est en panne, par exemple, le business est bloqué. Exemple, le site web. Pas sur des processus critiques et j'aimerais bien. J'aimerais bien très clairement, c'est un peu la volonté qu'on a, c'est justement de trouver vraiment des choses à valeur. On est en train, d'identifier des sujets qui sont pertinents pour nous. Voilà, moi on avait un projet de maintenance prédictive sur nos systèmes, SI, et donc du coup, sur ce projet-là, il faut qu'on attende d'avoir une acquisition de données qui est un peu meilleure et donc c'est en train de se construire. On a essayé,
mais ça n'a pas marché à cause de problématiques d'acquisition de données pour le moment. Donc tout ça, on essaie de l'adresser, mais en effet, la question est très pertinente. C'est un objectif qu'on a. Mais tout ça ne peut pas se faire sans ce que je disais, donc sans la plateforme, et sans l'intégration de cette plateforme au processus et aux règles de l'entreprise. Très bien. Ben, je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup Olivier, Il y a pas de quoi. intéressant. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une petite pause de 5 minutes et de revenir pour le talk de Guillaume Rosier sur Covid Tracer. Tracker, pardon. À tout de suite.